Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de la République d'Iran au Sénégal. Comment se portent les relations entre le Sénégal et votre pays? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je vous remercie et je salue la qualité de votre émission qui a attiré un grand nombre de spectateurs sénégalais. Si je dois faire une petite allusion aux relations entre l'Iran et le Sénégal, il faut que je dise que ce sont des relations séculaires. C'est des relations qui ont été fondées par feu président Sédar Senghor. C'est lui qui a initié cette coopération avec le peuple iranien. Après la victoire de la Révolution, nous avons continué cette coopération à différents domaines. Vous savez, en principe, nos deux pays partagent beaucoup de valeurs et ils ont beaucoup de choses en commun. Donc, sur le plan diplomatique et politique, certainement, nous sommes membres de beaucoup d'organisations communes, certainement les Nations Unies, les non-alignés, le groupe 77, l'OCI surtout. Et vous savez, le rôle que le Sénégal joue au sein de la Oumma islamique n'est pas un rôle qu'on peut ne pas considérer. Donc l'Iran aussi joue son rôle. Donc dans ce sens, nous travaillons beaucoup et nous avons beaucoup travaillé ensemble. On n'oublie pas la visite historique du président Rafsanjani pour la première OCI que vous avez organisée. Également le deuxième OCI que vous avez organisé avec la présence du président Ahmadinejad. Également, nous avons organisé un OCI à Téhéran. C'était le président Abdou Diouf qui a assisté. Donc nous avons une coopération très fructueuse au sein des instances internationales et régionales. Dans le domaine culturel et religieux, vous savez, les deux pays sont majoritairement musulmans. Nous avons la foi musulmane ou la religion musulmane en commune. Donc nous partageons beaucoup dans ce sens et certainement nous avons une relation très étroite avec les milieux religieux, notamment les milieux des confréries. Il n'y a pas un mois qui se passe sans l'échange de délégations à haut niveau. Les deux pays s'invitent aux conférences internationales qui se déroulent dans ce sens. Dans le domaine économique, nous avons pu réaliser pas mal de choses. Nous avons un échantillon, un modèle qui est la création de la société Séniran Auto, qui est une société irano-sénégalaise. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons d'énormes possibilités. Nous avons commencé un certain projet. Dans le domaine technique, nous avons déjà beaucoup travaillé. Dans le domaine de la coopération universitaire, nous avons déjà créé au sein de l'université Cheikh Anta Diop un département de la langue et littérature persane. Nous avons un antenne d'une université iranienne ici. Nous avons une colonie des étudiants sénégalais à Téhéran, peut-être à peu près une cinquantaine. Nous avons un échange de professeurs, nous avons des échanges d'expériences dans le domaine. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un domaine que nous ne pouvons pas échanger ensemble. Nous avons beaucoup d'opportunités, nous avons beaucoup de possibilités à coopérer. C'est vrai, le niveau de relations économiques n'est pas à la taille ou à la mesure de l'attente des autorités des deux pays. Donc nous devons y travailler, nous devons faire des efforts pour arriver à un certain niveau. Mais dans l'ensemble, je peux dire que c'est bon, les relations sont à un niveau acceptable, mais il faut faire encore des efforts. Très bien. Comme dans toute relation entre pays, il y a beaucoup de vos compatriotes qui résident certainement au Sénégal. Combien officiellement? Vous savez, malheureusement, il n'y a pas beaucoup des Iraniens qui sont sur le sol sénégalais. Si je peux dire, avec l'ensemble des Iraniens, ça ne va pas dépasser une centaine. Donc, pour moi, c'est très peu parce que quand les relations sont bonnes dans tous les niveaux, il faut que les Iraniens s'installent au Sénégal pour investir dans le domaine approprié. Également, nous souhaitons que les Sénégalais partent en Iran dans le domaine qui les concerne. Mais périodiquement, il y a un grand échange entre les deux pays. Il y a beaucoup de Sénégalais qui partent en Iran. Il y a beaucoup d'Iraniens qui partent au Sénégal périodiquement pour assister aux foires, pour assister aux expositions, pour assister aux symposiums, pour assister aux cérémonies en tout cas particulières. Mais nous souhaitons que les Iraniens s'installent au Sénégal et qu'ils investissent dans les domaines qui sont très nécessaires. Effectivement. Vous avez décrit, Excellence, justement l'excellence des relations entre le Sénégal et votre pays,
qui ont en tout cas des atomes crochus dans divers domaines, notamment culturels, religieux, économiques, etc. Pourtant, il y a eu récemment un coup de froid entre les deux pays qui a même conduit, et c'est regrettable, jusqu'à la suspension en tout cas des relations diplomatiques. C'est dû, si ma mémoire est bonne, à l'affaire dite des cargaisons d'armes. Et je voudrais ici, Excellence, vous citer une phrase du ministre des Affaires étrangères sénégalais de l'époque qui s'était indigné en disant notamment que le Sénégal est indigné, je le répète, de constater que des balles iraniennes ont pu tuer des soldats sénégalais. Oui, certainement, ça c'est je peux vous dire que c'est un problème qui a été créé par les autres. Moi je dis les autres, je ne vais pas les nommer certainement ici sur ce plateau. Mais c'est un malentendu franchement. J'ai eu à voir plusieurs fois les autorités sénégalaises du gouvernement du président Abdoulaye Wade et de nouveaux gouvernements. Vous savez, ça c'était des hypothèses, c'était je pense des idées qui n'ont été fondées. Je peux vous dire, la sécurité du Sénégal, c'est notre sécurité. Ce n'est pas imaginable qu'un pays vient, qu'un pays comme l'Iran vienne investir au Sénégal et on essaie de le déstabiliser. Qu'est-ce que nous gagnons en déstabilisant le Sénégal? Le Sénégal, c'est un pays de l'islam, c'est une terre de Coran. Vous savez combien de religieux sont au Sénégal? Comment nous pouvons nous permettre de déstabiliser le Sénégal? C'est vrai, il y avait des cargaisons d'armes saisies au Nigeria, ça n'a rien à voir avec le Sénégal. Comment nous pouvons aider un autre pays, un pays tierce, pour combattre le Sénégal? Alors que nous sommes là, nous avions eu de très très bonnes relations. Je peux vous dire que c'est un scénario, et j'ai eu le responsable de gouvernement, le président Abdoulaye Wade, ils étaient trompés. Je peux seulement vous dire jusqu'à ce moment qu'ils étaient trompés de sang. Ils voulaient rectifier cette erreur, mais ils n'ont pas eu le temps. Mais Dieu merci, je dois remercier le président Macky Sall qui a rectifié cette erreur, parce que c'était faux, nous avons des arguments, mais comme c'est déjà passé, c'est une histoire passée, on ne va pas revenir là-dessus. Nous pensons à l'avenir, certainement nous allons essayer d'effacer cette petite page de l'histoire, mais je peux vous dire que jamais en Iran, aucune personne pense à tuer un frère sénégalais ou à aider qu'un Sénégalais soit tué. Qu'est-ce que nous gagnons dans ce sens-là? C'était faux, je peux vous dire c'était faux, c'était une erreur, un malentendu, mais un scénario, parce qu'il y avait des gens qui étaient derrière. Pourquoi actuellement nous avons de bonnes relations? Parce vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Excellence, parce qu'en fait, je crois que c'est une affaire, comme vous l'avez dit, qui est passée, mais qui reste quand même dans les mémoires. Oui. Et en réalité, vu la solidité des relations qui unissent nos deux pays, qui sont multiséculaires, multidimensionnels, je pense qu'il est normal quand même, véritablement, que nos compatriotes sachent effectivement de quoi il en était, pour qu'effectivement, comme on le dit si bien, qu'on puisse peut-être oublier et passer à autre chose. Oui, parce que moi je souhaite qu'un jour le président Wade va lui dire lui-même en personne qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que c'était faux. Ils nous ont dit plusieurs fois que c'était une erreur. Ils étaient trompés par les informations. Je vous ai dit, il y avait une cargaison d'armes qui a été saisie, mais jamais n'a été destinée ni au Sénégal, ni aux Sénégalais, ni aux rebelles sénégalais. Il ne faut pas oublier que la rébellion Casamance, c'est une rébellion, je peux dire, au moins majoritairement chrétienne. Comment nous pouvons aider des chrétiens pour combattre les musulmans? Au moins par l'intermédiaire d'un autre pays ami et frère, qui était la Gambie. Donc s'il y avait des reproches, il fallait qu'on reproche la Gambie qui était un voisin. Comment nous devons être reprochés qui nous sommes très loin, mais le pays qui est à côté, qu'on dit, de vrai ou faux, il a aidé les armes contre l'armée sénégalaise. Vous savez, on a cité plusieurs personnes, plusieurs gouvernements. À un moment donné, on a cité le président Gbagbo. On a cité d'autres personnes, je ne vais pas revenir ici parce que je ne veux pas créer une polémique, mais il y avait beaucoup de pays, beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes qui ont été citées pour peut-être armer la rébellion Casamance. Est-ce qu'actuellement le problème est réglé? Ou moi je le souhaite personnellement, mais l'Iran n'a jamais eu l'intention d'aider quelle que soit la rébellion de quelque parti ou dans le monde ou dans l'Afrique, parce que nous n'avons rien gagné, parce que j'ai dit, Sénégal c'est un pays ami. Nous avions des relations stratégiques avec le Sénégal. C'est ça qui a créé la jalousie des autres pour monter ce scénario. Je peux vous dire que c'est faux. Je souhaite que les techniciens en matière puissent dire un jour la vérité. Parce qu'au plus fort de cette crise-là, et au plus fort peut-être des inimitiés entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, le Sénégal quand même a supporté, a toujours appuyé l'Iran. Je crois que plusieurs fois, le président Ahmadinejad a été l'hôte du Sénégal et le président Abdoulaye lui-même a quand même s'est toujours inscrit, n'est-ce pas, dans la logique d'appuyer
le pays frère l'Iran, notablement dans cette affaire qui l'oppose un peu en réalité peut-être aux États-Unis et à certains pays, n'est-ce pas, donc superpuissance par rapport à l'affaire des nucléaires, etc. Excusez-moi, sans vous couper, c'est sans doute pour ça, c'est sans doute à cause de ces relations fortes et multiséculaires entre le Sénégal et l'Iran que les puissances occultes impérialistes ont tout fait pour diaboliser, à mon sens, la République islamique d'Iran, dans le cadre de ces relations-là, et essayer de nous oblitérer d'un grand soutien, d'un soutien qui sur le terrain des mouvements non alignés, des pays non alignés, a montré déjà son poids et son intensité. Donc, en tout cas, beaucoup d'observateurs constatent que ces puissances occultes dont parle Kémy étaient un peu à l'origine de cette pseudo-crise-là? Certainement, parce que vous savez, l'Iran et le Sénégal avaient des relations très très fortes, je peux vous dire. Le Sénégal, en personne du président Abdoulaye Wade, soutenait beaucoup notre dossier nucléaire pacifique, notre nucléaire civil. Franchement, ça n'a pas été dû peut-être à l'aise avec les Occidentaux, parce qu'ils essaient de combattre ou de diaboliser. Aujourd'hui, c'est bon que j'ouvre une parenthèse. Ils parlaient de la bombe atomique, de la fabrication des bombes atomiques. Aujourd'hui, où nous avons caché ces bombes-là, s'ils ont dit la vérité. Pourquoi aujourd'hui on parle de dialogue, on a réglé le problème, où nous avons caché ces bombes-là? Vous avez vu les dessins qu'ils ont fait à la Nations Unies, les différents articles qu'ils ont écrits, différentes diffamations qu'ils ont fait, où ils se cachent aujourd'hui pour dire la vérité. Mais quand même, le président Abdoulaye Wade, le gouvernement du président Abdoulaye Wade, le peuple sénégalais, avec les peuples africains, ont beaucoup soutenu la position iranienne dans ce dossier. Absolument. Et ça les gênait franchement, parce qu'ils voulaient que le monde est unipolaire, il faut que le monde combatte l'Iran, parce qu'ils cherchaient un prétexte, on ne cache pas, pour isoler l'Iran. Mais il y avait des pays comme le Sénégal qui défendaient ce dossier. Mais donc, ils ont mis le nez dedans pour perturber cette coopération, cette bonne relation. Alors qu'au Sénégal, s'il y a des terrasses, aujourd'hui, on peut le montrer. Pourquoi le président Macky Sall a essayé de reprendre cette relation? Parce que certainement, il a étudié. Il a compris que ce qu'ils ont dit, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des techniciens. Il ne faut pas oublier que votre ambassadeur à Téhéran, à l'époque, était un général. Il était spécialiste en matière. Donc, si jamais il a dit que c'est vrai, qu'il y avait quelque chose dedans, il pouvait dire. Ou d'autres techniciens sénégalais dans ce domaine, certainement. Mais j'ai dit que franchement, c'est un scénario monté. Et on a étudié, on était victimes quand même, on était victimes nous-mêmes aussi. On n'attendait pas un châtiment comme ça. Avant que les choses soient justifiées, le président Macky Sall, peut-être son ministre des Affaires étrangères, ils ont rompu relation à des bases non fondées. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout vérifier, encore une fois, mais je peux dire que c'est inutile, parce que ce qui s'est passé, s'est passé. Nous étions toujours à côté du peuple sénégalais, nous serons toujours à côté du peuple sénégalais. Nous pouvons aider le président Macky Sall dans le programme de son développement, dans le domaine de l'énergie, de la santé, du logement, de la formation technique et professionnelle, etc. etc., etc. Donc, c'est un bon moment que je vous dis que franchement, c'est des mensonges, c'est des scénarios montés. Si un moment arrive que je puisse dire ce que je sais, donc je le dirai. Très bien. Des mots. En tout cas, c'est des mots qui rassurent, Excellence, et nous avions besoin justement de les entendre. Alors, vous en avez parlé tantôt, la coopération entre votre pays et le Sénégal est multidimensionnelle. Elle est notamment culturelle. Et je pense que vous êtes aussi venu aujourd'hui sur ce plateau pour nous parler de cette dimension-là, aussi importante que les autres qu'on a tantôt peut-être évoquées. Donc, la semaine iranienne au Sénégal se tiendra du 7 au 12 février. C'est une semaine que vous avez l'habitude de tenir, je pense, depuis quelques années maintenant. Quelles en seront les spécificités cette année? Je crois que je vais laisser la parole à mes camarades pour revenir là-dessus. Nina Pendafay. Merci Babacar. Merci Excellence. Moi, avant d'en arriver à cette semaine culturelle de l'Iran qu'on connaît déjà à travers les foires, donc cette relation qui existe en termes économiques, moi, je voudrais juste aborder une question avec vous. C'est que quand on parle de l'Iran diabolisé dans ce monde unipolaire ou bien qu'on veut qu'il soit unipolaire, qui ne peut pas l'être parce que certains
pensent qu'il y a des convictions et veulent également développer leur pays ou une partie du monde comme certaines parties du monde sont développées. Et quand je parle de ça, je parle des États-Unis, je parle de la Chine, je parle de l'Afrique du Sud qui est un exemple dans le continent africain. À travers cette façon qu'on nous présente de l'extérieur ou quand on voit ce qui se passe sur les chaînes de télévision étrangères qu'on suit beaucoup en Afrique, on se dit « Ah, l'Iran a mauvaise presse » ou « l'Iran porte à la limite, c'est le mouton noir » si on peut l'appeler ainsi. Comment est-ce que votre pays compte faire en sorte que les relations diplomatiques qui existent depuis longtemps entre le Sénégal et l'Iran, entre d'autres pays africains et l'Iran, quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place pour justement renverser cette tendance qui existe déjà et qui fait que certains se disent « Ah tiens, c'est pas le pays qu'il faut approcher » ou bien « c'est pas du tout le partenaire qu'il nous faut en termes diplomatiques, en termes économiques ». Vous savez, l'Iran, c'est un grand pays. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas, l'Iran, c'est un grand pays. C'est une grande nation, c'est une nation de l'Antiquité. Nous avons une riche culture. Donc, certainement, cela n'est pas du tout bon au goût des Occidentaux. C'est un pays qui veut venir vers l'Iran parce qu'ils viennent pour chercher un partenariat. Un partenaire, c'est quoi? C'est un bénéfice mutuel. Si l'Iran a une technologie à partager avec les Sénégalais, certainement, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils perdent. Ils veulent que tout se passe par eux. Nous avons des marchandises qui passent par l'Europe. Ils changent l'étiquette, ils changent l'emballage, ils mettent Made in Europe ou Made in quel pays. Après, ils envoient ça en Afrique. Ils ne veulent pas. Parce que nous gagnons, nous, de côté. Et eux, ils perdent. S'il y a des relations directes, les deux côtés bénéficient certainement. Ils ne veulent pas ça. Ils essaient de diaboliser les choses. Sinon, l'Iran, c'est l'Iran de l'époque avant la Révolution. Puisque nous avions une très très bonne relation avec l'Occident au temps du Shah, avant la victoire de la Révolution. Parce que ça les arrangeait. Parce que toute notre technologie, toute notre industrielle pétrolière et du gaz était gérée par eux. Je n'oublie pas, quand il y avait la Révolution, actuellement on est à l'anniversaire, quand la victoire est venue, il y avait 4 000, 5 000 techniciens étrangers qui sont sortis. C'est eux qui géraient nos pétroles, nos ressources. Aujourd'hui, tout ça, c'est géré par nous. Donc, eux, ils ne veulent pas que... Nous sommes en train de présenter un modèle pour les pays émergents, pour les pays amis, comme le Sénégal. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent qu'on soit toujours dépendants, vous vers eux, nous vers eux. Donc, c'est ça qu'ils diabolisent les choses. N'oubliez pas le cas de Gaddafi. Un jour, Gaddafi était un diable. Après, ils vont salir. Après, ils ont changé. Après, ce qui s'est passé, vous êtes tous au courant. Ils diabolisent. Un jour, Saddam Hussein était leurs alliés. Après, ils l'ont combattu, ils l'ont tué à cette façon que nous connaissions. Ils diabolisent les autres pour gagner. Mais actuellement, le monde est instruit. Ce n'est pas comme auparavant. Aujourd'hui, je suis là, je peux expliquer la position de mon pays. Je connais bien la langue, j'explique. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont partis. Votre ministre des Affaires étrangères est parti en Iran la semaine dernière. Il a vu ce que nous avons réalisé malgré toutes les sanctions que nous avons subies. Malgré tous les problèmes qu'ils nous ont imposés. Franchement, les sanctions inhumaines et exemplaire dans le monde. Vous savez, ça fait 34 ans que la révolution iranienne a gagné la victoire. Ces 34 années, nous avons subi des conséquences des sanctions. Nous étions sous sanctions. Et des sanctions très inhumaines, je peux dire. L'aviation civile, la navigation, la banque, les pièces détachées des véhicules, ils sont tous sous embargo. On n'est pas permis d'en avoir. Mais comme le pays est riche, comme le pays est fort, nous avons déjà une population travailleuse. C'est ça que nous n'avons pas de problème. Je ne veux pas qu'on n'ait pas de problème, mais nous avons pu avancer le pays. Aujourd'hui, vous allez voir, vous ne voyez aucune trace de la guerre. De guerre qui a été imposée par les Occidentaux, par Saddam Hussein. 8 ans de guerre, ça veut dire que ce n'est pas une petite chose. 1000 milliards de dégâts. 1000 milliards de dégâts matériels. Des milliers de pertes humaines. Mais aujourd'hui, le pays marche très bien avec toutes les sanctions. Donc, nous avons essayé d'avoir des relations directes avec des pays africains, avec des pays amis. Nous avons des agences de presse qui travaillent ensemble. Mais je souhaite vous inviter un jour en Iran d'aller découvrir la vérité sur place. Parce que ce qu'ils disent, ce n'est pas du vrai. Au moins, j'attendais un jour qu'un journaliste occidental dise la vérité, qu'avec la révolution iranienne, la démocratie est installée en Iran. Ça, ils n'ont jamais dit que. Avec l'arrivée de l'imam Khomeini, c'est lui qui a instauré la République islamique, avec tout ce que vous voyez comme élection, en tout cas comme l'arrivée de départ des présidents, comme Ahmadinejad, comme Dr Rouhani, tout c'est grâce à la révolution. Ils n'ont jamais parlé du développement que nous avons fait pendant la révolution. Nous avons rentré en espace.
Nous avons rentré en colonnage, nous avons rentré en nucléaire. Tout ça, c'est grâce à la révolution. Et nous sommes prêts à partager les mêmes acquis avec nos frères de tout le monde, les frères africains. C'est ça qui fait peur aux Occidentaux, c'est ça qu'ils ne veulent pas, c'est ça qui diabolise les choses. Justement, en parlant de cette stratégie, tout à l'heure vous avez parlé et on en a parlé, comment les médias occidentaux présentent en général l'Iran. Mais en termes de stratégie, et sachant que le média mensonge existe dans les stratégies, est-ce qu'aujourd'hui l'Iran ne doit pas accélérer le pas en faisant par exemple, ou en étant sur la même lancée que la Chine, que l'Inde, qui aujourd'hui est en train de poser d'autres actes qui permettent à l'Afrique en général de comprendre ce qui se passe et de se dire voilà le partenaire qu'il nous faut. Maintenant, par rapport à ces stratégies, est-ce qu'il faut mettre en place des agences de presse? Est-ce qu'il faut encourager les Iraniens à venir au Sénégal plus qu'ils ne sont déjà là et aller au-delà des foires qui existent? C'est là, comme on appelle généralement, ou dans la globalité, la question que je vous pose en parlant de stratégie. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Est-ce que vous allez continuer à faire les choses comme vous les avez faites depuis? Ou bien aujourd'hui, il faut renverser la tendance et adopter une autre attitude, prendre une autre, mettre en place une autre stratégie. Certainement, c'est notre volonté. C'est pourquoi nous sommes entrés en espace. Nous avons lancé notre satellite. Actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied ce que nous pouvons faire. Nous avons une chaîne, peut-être vous l'avez capté, Presse TV. Ça, c'est notre réalité d'abord. Mais peut-être ce n'est pas aussi capable de diffuser à tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que les grands médias et les technologies, c'est géré par les sionistes. Je peux vous dire ici avec beaucoup de regrets. Et quand on veut faire quelque chose, ils coupent. Ils ont coupé Presse TV pendant un certain moment. Ils coupent actuellement à Al-Menar, à Al-Alam, toutes nos chaînes, ou au moins ce sont des chaînes qui nous défendent. Ils ont coupé ça. Donc c'est vrai, actuellement c'est un handicap, nous travaillons sur ça et nous souhaitons un jour que grâce aux amis, aux autres pays qui cherchent l'indépendance, de travailler pour ce sens, pour édifier les choses, pour montrer aux gens que ce n'est pas ça la réalité qu'ils montrent. Mais quand même, il faut avoir une certaine justice dans les médias. Moi, je dis l'Iran était toujours victime de terrorisme médiatique. Ça, c'est vraiment ça qu'il fait. Ça. Et vous voyez ce qui se passe même en Syrie actuellement. Des fois, ils projettent ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la vérité sur place, sur terrain en Syrie. Ce qui se passe, c'est vrai, il y a une grande population, une grande partie de la personne qui est victime, mais ce n'est pas ça seulement fait par le gouvernement. Mais il y a des groupes terroristes qui tuent les gens, mais on les met tous à la solde du gouvernement syrien. Nous sommes en train de changer ce don-là, mais je pense que ça va prendre, parce qu'ils ne nous laissent pas tranquilles. Chaque fois qu'on fait une avancée, ils créent un problème, une tension à côté. Auparavant, c'était l'Irak, aujourd'hui, c'est la Syrie. Après ça, un autre, ça, un autre. Ça c'est successif pour barrer la route à cette avancée. Mais Dieu avec nous, nous sommes croyants, nous travaillons dans ce sens. Merci, Excellence. El Habib. Bonsoir, Excellence. Moi, je voulais revenir un peu sur le dossier nucléaire civil pour savoir où est-ce que vous en êtes en ce moment. Parce qu'il y a eu une polémique au niveau international où c'était devenu... Il y avait une haute tension à un certain moment, là il y a moins de tension. Où est-ce qu'on en est exactement? C'est une bonne question. Je peux vous dire, franchement, on a actuellement une bonne position au moins qu'on a montré au monde que nous n'avons jamais cherché à doter des armes nucléaires. Parce que ce n'est pas ça qui pouvait nous arranger. Si cela pouvait arranger, ça pouvait arranger depuis longtemps l'ex-URSS. La bombe atomique n'arrange personne actuellement. Nous n'avons jamais cherché à doter des armes nucléaires parce que ce n'est pas ça que nous cherchons. Mais il ne faut pas oublier qu'actuellement, ils ont diabolisé ça encore. Ils pensent que l'énergie nucléaire égale à la bombe atomique. Alors que ce n'est pas ça. L'énergie nucléaire est utile à la médecine, à l'agriculture, à toute autre technologie. Donc l'Iran est dans ce sens a commencé un dossier. Il est parti, mais vous savez, ça encore, c'est une technologie autonome iranienne, locale. On n'a jamais demandé aux Occidentaux de venir en aide. C'est pourquoi ça les gêne. Nous avons beaucoup avancé sans avoir d'appui aux Occidentaux, alors qu'ils ont gardé cette technologie comme une chasse gardée. Ils pensent que c'est pour eux. Non, quand vous êtes membre de TPN, traité de non-prolifération des armes nucléaires, vous avez le droit à aller dans ce sens, mais certainement avec le respect des engagements. Quand vous avez signé ce traité, vous ne pouvez pas avoir l'autorisation d'aller vers la bombe atomique ou d'autres choses.
Nous avions signé depuis, nous avons travaillé dans ce sens, mais malheureusement, ils ont diabolisé encore le dossier. Je vous ai dit au début qu'ils ont montré des images à la Nations Unies, que l'Iran, aujourd'hui, demain, après-demain, il a la bombe atomique. Et aujourd'hui, nous avons montré que c'est faux. Parce que si nous avions travaillé, je dis, où avions-nous caché tout ce qu'ils ont dit? Mais c'est bon qu'on montre notre transparence. Dans ce dossier, nous avons négocié à Genève 2 avec le partenaire, je ne peux pas dire la communauté internationale, parce qu'ils ne représentent jamais la communauté internationale. 5 ou 6 pays ne peuvent pas représenter la communauté internationale. Le dossier nucléaire pacifique iranien a été soutenu toujours par les non-alignés, par les pays amis africains, par le Sénégal également. Donc, cela est une partie de la communauté internationale. Donc, nous avons montré que nous ne voulons pas aller dans ce sens. Ça veut dire que la bombe atomique n'est pas notre souhait, n'est pas notre objectif. Nous voulons le nucléaire pour d'abord renforcer notre capacité scientifique, technologique, également aider des pays qui en ont besoin. Parce que vous savez, le nucléaire aide beaucoup la médecine. Nous sommes un pays qui a beaucoup de problèmes de cancer. Et la lutte anti-cancer, ça passe par le nucléaire, au moins une partie du nucléaire. Nous avons besoin de cette technologie pour ça. On a montré au 5+1 que nous sommes pour le dialogue, nous voulons vraiment clarifier les choses, nous voulons dire à eux que tout ce qu'ils ont souhaité, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont dit pour l'opinion internationale, c'est faux et c'était faux, mais s'ils respectent les engagements, nous respectons les engagements. Ils ont levé les embargos ou bien... Certainement, ils ont commencé à alléger les embargos. Mais encore, c'est une injustice parce qu'ils n'ont jamais approuvé quelque chose, mais ils ont sanctionné un pays. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Il faut qu'on pose la question. Jamais. Si on avait des choses cachettes qu'ils pouvaient dire, et dire par les techniciens, par l'agence qui est compétente de dire, l'agence internationale de l'énergie atomique n'a jamais dit que l'Iran va vers la bombe atomique. Parce que c'est eux qui sont spécialisés en matière. Ils n'ont jamais dit, mais malheureusement, ils ont sanctionné le pays sans qu'on sache de quoi s'agit-il. Et c'était des sanctions inhumaines, j'ai dit inhumaines et injustes, parce qu'ils ont sanctionné les médicaments en Iran. Donc, heureusement que nous sommes un pays fort, nous fabriquons beaucoup de médicaments en Iran, mais ils sanctionnent les malades, ils sanctionnent les avions. Actuellement, nous avons beaucoup de problèmes pour nos avions, parce qu'ils n'ont pas de pièces détachées. Nous avons beaucoup de problèmes pour nos véhicules, parce qu'au moins une partie s'est importée. Et ça, ce n'est même pas du tout humain. Quand vous parlez je ne sais pas, de relations bilatérales, du respect des droits de l'homme, du respect de la liberté d'expression, c'est ça qu'il faut respecter. Et qu'en est-il des relations économiques entre l'Iran et le Sénégal? On a vu notamment la société Sénira Noto. Je ne sais pas, est-ce que ça se porte? On a vu les taxis qui étaient, mais depuis lors, peut-être que c'était à cause des problèmes qu'il y a eu entre nos deux pays. Qu'en est-il en ce moment? Vous savez, le projet Sénira Noto, c'est un projet qui n'a pas encore démarré. On a commencé, mais ça n'a jamais été démarré officiellement. Malheureusement, le président Wade est parti et le dossier est sur la table. Pour le moment, nous attendons que le nouveau gouvernement vienne, qu'on en discute, qu'on renforce. Parce que c'est une société irano-sénégalaise. Nous souhaitons que les taxis fabriqués au Sénégal vont dans toute la région. Pourquoi pas? Parce que c'est des produits sénégalais, ce n'est pas des produits iraniens. Certainement, les sanctions, on pouvait toucher ça, mais ce n'est pas une grande partie qui a fait une influence majeure. Nous avons essayé de discuter avec le président, avec le gouvernement du président Macky Sall, et nous sommes là-dessus. Certainement, un des sujets que le ministre des Affaires étrangères a abordé à terrain, c'est le dossier de Sénégal Auto et de renforcement de la capacité de production. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans ce sens? Certainement, nous avons parlé de certains projets dans le domaine de l'énergie. Nous avons parlé de projets dans le domaine de l'agriculture. Nous avons parlé de projets qui peuvent créer l'emploi. Nous avons parlé des projets de la construction des logements sociaux. C'est ça qui est en route, et le projet dans le domaine de la santé. Nous souhaitons que vraiment nous pouvons réaliser tout ça là pour le bien-être du peuple sénégalais. Et pour la semaine iranienne, qu'est-ce qui est prévu? Oui, ça c'est des semaines que nous organisons toujours, en tout cas chez nous on l'appelle des décennies, parce que ça commence par le 1er février jusqu'à 11 février. Ça veut dire juste le moment d'arrivée de l'imam Khomeini qui a quitté Paris pour venir, on commence, et jusqu'à la victoire de la Révolution. C'est des journées que nous célébrons. Certainement, nous allons célébrer avec le peuple sénégalais d'une manière. Et nous avons célébré des manifestations culturelles. Nous aurons des troupes
musicales qui arrivent. Nous aurons des manifestations, des livres, nous allons avoir des manifestations, peut-être les tables rondes avec les écrivains, avec les intellectuels sénégalais, avec les sympathisants iraniens. Nous aurons un dîner de gala, je vais offrir une réception à ma résidence. Donc j'aurai une tournée avec les milieux de confréries religieuses. Certainement, je vais les informer, je vais en tout cas sensibiliser de ce qui se passe et de ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que nous avons une forte relation avec les milieux de confréries, parce que c'est ça qui nous lie surtout aux Sénégalais. Les Mourides, les Tidjanes, les Kadiriya et les Layènes, ils ont une certaine croyance qui va avec notre école, en tout cas théologique. Parce que nous croyons beaucoup à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les messages que Serigne de Touba, Cheikh Ahmad Tijani, fondateur de Tijaniya, Cheikh Abdel Gilani, le fondateur de Kadiriya, même l'imam de l'Inde a voulu dire, c'est ça que nous disons, c'est le message de l'amitié envers le prophète et sa famille. Donc, ce sont des choses qui nous lient. Le zikr, le wird, le qasaïd, l'amour qu'on a vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, c'est ça que nous croyons. Donc, c'est ça qui nous lie. Nous avons une bonne relation avec le milieu actuellement. Chaque fois, il y a des délégations qui partent, qui viennent. Nous assistons à leur cérémonie. Cette année, j'ai conduit une forte délégation à Touba. J'ai conduit une forte délégation à Tivavon. Je vais conduire une forte délégation à la famille omarite, Tijaniya. Et il y a des délégations qui sont parties en Iran parce qu'il y a des choses que les Sénégalais ne savent pas. Par exemple, le Kadiriya que je parle, Abdelkader Gilani, c'est un Iranien. Il faut voir dans l'histoire. Vous faites une recherche sur le net. Abdelkader Gilani, Gilan, c'est une province iranienne. Il a quitté l'Iran à l'âge de 18 ans pour aller s'installer à Bagdad. Mais il y a des livres en personne même pour Cheikh Abdelkader Gilani. Quand vous parlez de Serigne de Touba, quand on prend l'hiérarchie, si on prend l'arbre généalogie, donc ça veut dire qu'il est descendant du prophète, mais il passe par Abdelkader Gilani. Quand vous parlez de Cheikh Ahmad Tijani, il est un descendant du prophète. Il arrive à notre prophète par Imam Hassan, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est nos imams, c'est nos imams. Donc c'est ça qui nous lie. Votre islam et notre islam, c'est la même chose. Nous condamnons la violence, nous condamnons l'agression. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde au nom de l'islam, on s'expose pour aller au paradis. Ça, c'est faux. Ce n'est pas de votre islam, ce n'est pas de notre islam. Nous sommes un islam tolérant, un islam pacifique, un islam qui tolère les autres religions. Nous avons de très bonnes relations avec les autres religions. Nous avons en Iran 2% de chrétiens, de juifs, de zoroastriens. Donc, c'est des minorités qui sont présentes au Parlement de la République. C'est-à-dire qu'ils ont 5 sièges réservés à eux. Donc, c'est notre islam qui est la même chose que votre islam. Donc, ce qui se passe dans le monde au nom de l'islam, la violence, l'agression, le terrorisme, nous le condamnons, nous les avons condamnés toujours et nous sommes contre cet islam qui est inconnu. Dommage qu'ils sont en train de présenter un islam, un mauvais islam au monde, mais cela n'est pas le visage de l'islam, cela n'est pas un islam que nous acceptons, que les autres pays amis acceptent. C'est un islam, je peux dire, nouveau, créé par les anti-islam, anti-musulmans, parce qu'ils savent que l'islam est en train de prendre en ampleur, ils veulent stopper l'islam. Ils ont créé cet islam pour donner une mauvaise idée, une mauvaise image. De la même manière qu'ils ont semé le trouble dans les relations entre nos deux pays. Mais je pense que le ciment qui nous lie est beaucoup plus fort que ça. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, d'autant plus que je ne me suis pas ménagé dans les efforts pour vous faire venir ici. On vous a fait venir, on vous a demandé, on a souhaité que vous puissiez venir et intervenir parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous le savez, que l'Iran, en tout cas plus que jamais durant ces dernières années, sous la présidence du précédent président Mahmoud Ahmadinejad, a suscité beaucoup d'enthousiasme. Autant il a suscité la colère et la douleur chez les impérialistes et chez les oligarques occidentaux, autant il a suscité de la dignité et de l'espoir chez beaucoup de jeunes militants politiques africains, par extension panafricains. Et ma première question va dans ce sens. On sait qu'il y a eu une transition entre le président Mahmoud Ahmadinejad et l'actuel président M. Rouhani. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes s'inquiètent d'une sorte de, on va dire, un ramollissement, je n'aime pas le terme, parce qu'il n'est peut-être pas adéquat par rapport à la question, on va quand même la poser de cette façon, qu'en tout cas il y a une inflexion des relations ou du discours anti-impérialiste iranien depuis que Mahmoud Ahmadinejad a quitté le pouvoir. Et est-ce que vous pensez que
l'Iran a abandonné cette tonalité virulente et anti-impérialiste qui séduisait autant de jeunes dans le tiers-monde. Qu'en est-il par rapport à cette réalité? Est-ce dans la forme ou est-ce que véritablement il y a un changement de fond dans l'idéologie depuis la transition et le passage au nouveau président? Je peux vous dire que c'est la forme qui a été changée. Le fond, il n'y a pas de changement. Tout ce que le président Rafsanjani, tout ce que le président Khatami, tout ce que le président Ahmadinejad, tout ce que le président Rouhani, le président actuel disent, ça c'est le même message, c'est la même leçon. Tous ce sont les leçons de l'imam Khomeini qui étaient diffusées dans le monde. La République islamique défend les opprimés du monde. La République islamique défend la justice contre l'injustice. La République islamique défend les opprimés contre les oppresseurs. La République islamique défend là-bas où il y a le vrai contre le faux. Défendre le bien contre le mal. Certainement, c'est ça que nous disons. Mais des fois, c'est le langage qui change. Peut-être le président Rouhani, c'est quelqu'un qui peut peut-être dialoguer bien avec les Occidentaux. Peut-être Ahmadinejad était un peu radical, mais le message, c'est le même. Je souhaite que les Occidentaux comprennent exactement le message du président Rouhani, qui est un message de dialogue, une main tendue qui veut dialoguer pour régler un certain dossier qui est pénible dans notre région. Il ne faut pas oublier la crise syrienne actuellement. C'est des populations, pauvres populations qui sont victimes. Le dossier nucléaire, le dossier palestinien et israélien, le dossier, en tout cas, il y a beaucoup de dossiers à régler. Peut-être cette fois-ci, notre président est venu avec un autre langage pour voir vraiment si les Occidentaux ils disent la vérité. Mais, monsieur l'ambassadeur, n'avez-vous pas l'impression, objectivement, que dialoguer, je vais employer une métaphore avec un serpent, quelque part, c'est risqué, in fine, de se faire piquer. On sait depuis le temps. Mouammar al-Kadhafi, qu'on a cité tout à l'heure, le grand Mouammar al-Kadhafi auquel nous rendons hommage, lui aussi, à un moment, lui aussi, a infléchi sa position politique, a infléchi sa réflexion en ce qui concerne le dialogue. Au départ, il ne voulait pas dialoguer avec ces gens. Puis il a évolué. Et au final, les personnes qu'il a même contribué parfois à financer et à soutenir sont ceux qui l'ont, de manière sauvage, de manière barbare, assassiné. Voilà pourquoi on s'inquiète, et beaucoup de panafricains, d'anti-impérialistes s'inquiètent en se disant que vouloir dialoguer avec des gens qui n'ont intérêt qu'à votre soumission, quelque part, parce que c'est ça la réalité. Ils savent que l'Iran, quoi qu'on puisse en penser, il y a des sunnites qui peuvent ne pas apprécier l'Iran, d'autres sunnites apprécient l'Iran, d'autres qui ne sont pas musulmans peuvent apprécier l'Iran. Ça va au-delà d'un clivage et d'une démarche religieuse, je pense qu'il faut vraiment le préciser. Mais certains se disent qu'en changeant de stratégie, quelque part, vous êtes en train de vous adoucir face à des gens qui n'hésiteront pas, dès qu'ils en auront la possibilité, à vous exécuter ou à tenter de vous agresser. Et la question que je me pose, est-ce que le jeu en vaut la chandelle quelque part? Je peux vous dire... Je peux vous rassurer que nous n'allons pas changer nos idéaux. Certainement, nous allons les défendre. Nous allons continuer à les défendre parce que j'ai dit ce sont des idéaux de la révolution. Si quelqu'un est sorti de la révolution, certainement, il n'est pas dans la révolution. On ne le permet pas, certainement. Il ne faut pas oublier que le guide suprême, Ayatollah Khamenei, est là pour contrôler, pour superviser à ce qui se passe exactement. Mais je peux vous dire, je suis ambassadeur, je suis au courant de tout ce qui se passe. Il n'y a pas un changement de fond. C'est de forme. Nous souhaitons que les Occidentaux comprennent ce message. Que nous voulons dialoguer, ce n'est pas pour être à leur soumission, pour céder. Certainement non. Nous cherchons nos droits. C'est pourquoi on cherche actuellement, on dit le dossier nucléaire iranien, c'est notre droit inaliénable. Mais peut-être pour éviter une certaine méfiance, on a dit voilà, on va réduire le taux de l'enrichissement à 20 à 5%. Ça veut dire pour dire que non, nous voulons dialoguer, mais c'est notre droit, nous n'allons pas céder. Il faut rassurer la jeunesse africaine, il faut rassurer les jeunes panafricains que non, jamais ils pourront toujours garder leur espoir, mais des fois il faut changer la tactique pour voir qu'est-ce que ça donne. J'entends bien. dernière question, si tu le permets. Diplomatique. Babacar, si vous voulez. Une toute dernière question à monsieur l'ambassadeur. On sait que durant les années 60, pour ne pas dire 70, qui a été une période fleuve en ce qui concerne la manière dont a pu germer et dont a pu pousser par la suite une réflexion de libération africaine, en l'occurrence illustrée par le panafricanisme de manière réelle et concrète. Vous êtes spécialiste de cette question, puisqu'il faut le préciser, et c'est très rare qu'un ambassadeur d'un pays étranger soit spécialiste dans la négritude. Vous êtes docteur en lettres spécialisé en négritude, donc on tient quand même à le souligner. C'est quelque chose qui touche. On a eu l'occasion de parler avec beaucoup d'ambassadeurs. Tout le monde ne peut pas se targuer de cette réalité, ce qui montre je pense, un intérêt réel pour les questions qui sont les nôtres.
Mais la question qu'on se pose, c'est qu'on sait que dans les années 60-70, tout en respectant notre indépendance, on va dire que l'Union soviétique, l'URSS de l'époque, avait compris la nécessité, pour lutter justement contre le bloc de l'Ouest, de soutenir politiquement, structurellement parlant, pas simplement les élites africaines, mais les militants politiques africains qui étaient engagés dans une démarche de libération. Aujourd'hui, on sait que dans cette crise, on n'est plus dans la crise coloniale, mais on est dans la crise mondialiste qui a succédé au colonialisme en réalité. De l'autre côté, du côté de l'Ouest, et avec des liens avec Israël, avec l'entité sioniste, avec des liens avec les pétromonarchies du Golfe et avec les États-Unis, il y a un certain nombre d'actions qui vont dans le sens de former un certain nombre d'Africains à devenir par la suite des personnes qui auront des opinions extrêmement favorables vis-à-vis de ces puissances, tout en sachant que ces puissances sont les ennemis des mouvements non alignés. Et j'en viens à une question qui est la suivante. On se dit souvent que l'impérialisme est très fort pour séduire les populations opprimées et l'anti-impérialisme est souvent fort pour dénoncer. Mais quels sont les actes concrets? J'aimerais bien vraiment que ce soit exprimé parce qu'on est regardé dans toute la CEDEAO, il faut le savoir, pas simplement au Sénégal et même dans la diaspora. Quels sont les actes concrets qui sont posés par la République islamique d'Iran, qui dirige aujourd'hui, si je ne m'abuse, le mouvement des non-alignés à l'heure actuelle, d'accord? Quel acte concret est posé pour encadrer et permettre dans le respect de l'autre? Je le précise bien, parce que souvent, quand les Africains vont vers d'autres puissances, on leur dit « tu dois te convertir à notre idéologie, tu dois être dans notre logique ». Il y a des personnes, et on en a rencontré aussi, qui plutôt que de voir des partenaires égaux, voient dans les Africains des gens qui devraient se convertir au chiisme, et je le dis clairement, sans langue de bois, pour être des interlocuteurs acceptables, chose que nous ne sommes pas dans une démarche, on n'est pas dans cette logique-là d'accepter. On a nos traditions, on a notre vision des choses, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préciser. Mais quels sont les actes concrets que vous posez pour encadrer non pas simplement les relations bonnes entre le Sénégal et l'Iran, ou les pays africains et l'Iran, mais avec les structures politiques africaines, comme Kadhafi le faisait, dans cette logique de soutien, pour que cette logique des non-alignés ne soit pas simplement qu'un terme, mais soit présent dans les actes concrets. Je connais la réponse, mais j'aimerais bien que les téléspectateurs puissent la connaître. Oui, certainement. Vous savez, nous travaillons beaucoup avec l'Afrique à travers l'Union africaine. Nous sommes membres d'observateurs à l'Union africaine. Nous avons des contacts permanents. Nous avons un ambassadeur au sein de l'Union africaine. Nous travaillons franchement avec les mouvements africains, surtout avec l'Union africaine. Mais il faut voir aussi qu'en Afrique aussi, il n'y a pas une seule voie qu'on peut travailler avec. Si c'est une seule voie, on peut s'adresser à l'Union africaine. Là-bas, nous avons des réunions périodiques. Nous avons déjà des échanges, des consultations, en tout cas régulières, avec les responsables. Nous avons des contacts très, très concrets avec les dirigeants africains. Il n'y a même pas une semaine qui se passe sans qu'on voit une délégation africaine à Téhéran. Nous avons des contacts permanents. Nous discutons. Nous sommes présents en exercice de non-alignés actuellement. C'est notre devoir. C'est notre rôle, certainement. Et c'est leur devoir également de travailler. Dans ce sens, nous avons beaucoup travaillé avec l'Afrique. Franchement, nous avons des contacts très, très, très proches, très, très étroits avec les dirigeants africains. Mais je peux vous dire, au sein de l'Afrique aussi, il n'y a pas une organisation peut-être unique qui peut venir, qu'on discute face à face. Donc l'Afrique travaille avec la Chine, c'est bon, avec le Japon, c'est bon, à travers TIGAD, avec le Corée du Sud, avec le Brésil, avec l'Inde, ça c'est très bon. Mais il faut trouver une seule structure dans le monde pour appuyer peut-être cette Union africaine, cet africanisme, etc. Pour nous, nous avons déjà travaillé, nous sommes beaucoup avancés, nous avons des relations très particulières avec l'Afrique. Il y a beaucoup d'ambassades africaines à Téhéran. Nous avons beaucoup de présence diplomatique au sein de l'Afrique. Ça c'est pourquoi? C'est pour renforcer cette idée. Relations. On ne le nie pas, mais vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. Vous dites qu'il y a des relations réelles avec les dirigeants africains. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas sans savoir, même si dans votre rôle d'ambassadeur, vous ne pourrez peut-être pas aller plus loin dans la réflexion, mais que bon nombre de ces dirigeants africains, justement, bien souvent, je ne dis pas que c'est forcément le cas au Sénégal, là n'est pas la question, mais sont souvent en porte-à-faux avec la population africaine qui elle-même aspire à d'autres réalités. Et c'est pour ça que quand on parle des impérialistes, parce qu'il faut aussi qu'on soit pragmatique dans cette démarche-là de résistance au nouvel ordre mondial, les autres puissances, qu'elles soient occidentales, sionistes ou autres, ont cette capacité à créer des ONG,
qui vont participer au développement pour leurs propres intérêts, mais aussi dans l'intérêt des personnes avec lesquelles ils collaborent ou qu'ils soudoient pour aller plus loin. Nous, on ne veut pas de ça. Mais de l'autre côté, on a l'impression que des pays comme l'Iran, comme le Venezuela, ou comme d'autres nations, on n'a pas assez de temps pour toutes les citer, n'ont pas cette ingéniosité, là aussi, sur ce terrain-là, à développer. Tout à l'heure, Nina disait quelque chose d'extrêmement important. Elle disait que oui, c'est vrai, c'est bien, il y a des festivals qui sont faits pour la culture, etc. C'est important, mais on a besoin d'autre chose. Je pense que sans être dans une démarche de quémander ou de demander, parce qu'on n'est pas dans cette logique-là, mais on souhaite, en tant qu'Africains et fiers de l'être en ce XXIe siècle, que dans ces relations-là qui sont effectuées, on puisse se projeter avec la base, avec des jeunesses, dans les cadres universitaires, avec une vision qui va dans le sens de voir ce que concrètement, d'ici 10 ans, 20 ans, non pas simplement dans les élites, mais à la base, l'Iran et la jeunesse africaine, ce que nous pourrons faire de manière effective pour ne pas voir comme seul salut de notre nation l'émigration en Occident ou la corruption vis-à-vis des élites occidentales. C'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Vous savez, on n'a pas le temps. Je sais que ça, c'est une question très sensible, mais il ne faut pas oublier qu'on a bien tout de suite, on a parlé de la rupture de relations à cause d'un soi-disant des armes. Ça veut dire nous, on n'est pas permis d'abord d'aller travailler avec la jeunesse africaine sans travailler par le gouvernement. Si on travaille, ça va créer encore d'autres problèmes. Nous voulons travailler avec les gouvernements, avec les élus du peuple africain, mais pour aller travailler avec les ONG, avec la société civile, avec les associations féminines, etc., etc. Moi, je suis l'ambassadeur au Bénin, au Burkina. Vous pouvez vous renseigner. La semaine dernière, j'étais à l'université d'Abomey Calavi. J'ai ouvert un amphithéâtre que j'ai réalisé moi-même. L'université de mon père. Donc, ça, je travaille avec la société féminine, les sociétés féminines au Sénégal, avec les universitaires, avec les milieux intellectuels. Je suis tout à fait libre de mes activités parce que j'informe le gouvernement. Parce que je ne veux pas créer encore un autre problème. Il faut voir, on n'est pas libre parce qu'il y a d'autres qui sont très méchants, très jaloux. C'est eux qui créent des ambiances incontrôlables. Donc, c'est bon qu'on travaille avec le gouvernement, c'est eux qui facilitent des fois. Sinon, nous avons créé des universités au sein des pays africains, nous avons créé des centres de santé, des hôpitaux, des centres de formation technique et professionnelle, etc., etc. Nous avons vraiment aidé la jeunesse africaine. Nous voulons continuer, mais c'est bon qu'on respecte un certain règlement. N'oublions pas que c'est l'absence des hommes de bien. C'est un débat fort intéressant. Ouais, juste c'est l'absence des hommes de bien qui laisse le mal triompher. Donc n'oubliez pas la société civile, s'il vous plaît, si Dieu le permet. Parce que cette société civile-là, c'est dans cette société civile que se cachent les dirigeants, femmes, hommes, jeunes, peu importe la catégorie, les dirigeants de demain. Et ce sont ces forces vives-là qui permettront à l'Afrique de changer. Voilà. Voilà. Je pense que c'est un dernier mot. Mais si vous me laissez, je dois remercier le peuple sénégalais. Parce que franchement, ce n'est pas des jets de fleurs, je dis plusieurs fois. C'est un peuple instruit, c'est un peuple cultivé, c'est un peuple musulman pratiquant. Et franchement, des fois, on est très facile avec les Sénégalais parce qu'ils sont très instruits. Quand on parle, on comprend très bien. Je dois remercier le gouvernement du président Macky Sall, tous ses ministres, toutes ces autorités qui facilitent les contacts. Parce que quand on parle de la liberté d'expression au Sénégal, franchement, on le voit de vérité, de réel. Ce n'est pas comme dans d'autres pays, on parle, mais il y a pas, c'est sous l'aspect seulement format. Voilà. Ici, franchement, c'est bon. L'islam que vous avez, c'est un bon islam, il faut le sauvegarder. Il faut remercier Dieu pour vous donner de grands califes qui, franchement, sont très, très, très sensibles à l'islam, à l'apaisement, au dialogue, à la fraternité musulmane, et il faut le sauvegarder. Il faut le sauvegarder, c'est très important. Il ne faut pas laisser les gens s'infiltrer, de voir ce qui s'est passé dans d'autres pays, même les pays voisins que vous connaissez tous. Ça, il faut le condamner, il faut le rejeter. C'est un islam calme, c'est un islam fraternel, c'est un islam productif. Et nous les encourageons et nous sommes au service de cet islam. Merci. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Je pense que vous allez rester avec nous pour terminer cette première